Cette semaine, à Parlons Affaires, il sera question de commercialisation sur le Web. À nouveau, je vous souhaite la bienvenue cette semaine à une autre édition de Parlons Affaires. Je vous présente tout de suite les gens qui sont avec nous en studio, bien sûr, de l'équipe Le Mieux-Nolais. Il y a Sylvain Moisan. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Michel. Martin Letourneau. Bonjour, Michel. Merci d'être là. Et notre invité, M. Éric Dubo, de Dubo Service Conseil. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Nous sommes de retour en studio à Parlons Affaires. On va tout de suite demander à Sylvain une première question pour notre invité. Oui, Michel, Éric a au-delà d'une trentaine d'années d'expérience dans le domaine et j'aimerais qu'il nous explique la différence entre la publicité traditionnelle et la publicité inbound. Écoute, la publicité traditionnelle, on connaît tous qu'est-ce que c'est, hein? Les médias, journaux, TV, radio, qui, eux, et même envois postaux, par exemple, de masse, c'est un ciblage qui se fait beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'on vise une grande audience sans nécessairement connaître le profil de l'utilisateur ou du consommateur. Tandis que l'inbound marketing, ce qu'on fait, c'est une publicité attrayante avec du contenu qui est intéressant, qui est le fun, dans lequel le consommateur internaute va vraiment absorber comme information. Et pour faire ça, dans le inbound marketing, il y a des méthodes, des façons qu'on va regarder ensemble pour vraiment donner le bon contenu à l'utilisateur consommateur qui répond à ses attentes au moment où est-ce qu'il fait une recherche, par exemple, sur le web. Est-ce qu'on pourrait considérer que actuellement, faire une recherche sur le web et qu'on arrive à la page générale d'une entreprise en ayant tapé un certain sujet là, dans notre recherche, que c'est un peu du traditionnel lorsqu'on est seulement à l'étape de la première page du site web de l'entreprise? Absolument. Si on ne fait pas d'efforts selon les méthodes qu'on va parler tantôt, on est dans un équivalent du traditionnel. Alors évidemment, si le site sort, puis on ne sait pas trop si ça répond à nos besoins, et ainsi de suite, souvent on change de page. Alors il est connu que une fois sur deux, un internaute qui arrive sur un site ouvre même pas la première page ou fait même pas la lecture. Donc, oui, vous dites, Martin? À qui s'adresse la clientèle cible que vous visez? Moi, je vous dirais toute entreprise qui a un site web et qui veut vendre plus, qui veut se commercialiser, a intérêt à penser à regarder les bons côtés de faire du inbound marketing. J'utilise l'anglicisme inbound parce que c'est un peu ça qui est convoité dans l'Ouest, Montréal et ailleurs. Mais on appelle en français le marketing entrant, ce qui n'est pas tellement beau, mais pour les fins de la course, on va utiliser le mot inbound aujourd'hui. Donc, c'est le principe de créer du contenu, créer de l'attrait aux consommateurs. C'est ça. Et aussi, évidemment, d'être capable de comprendre c'est quoi que l'internaute fait ou c'est quoi sa réflexion dans sa consommation au moment où est-ce qu'il fait sa recherche. Alors, c'est un matchmaking qui doit être fait entre le consommateur, l'inconnu qu'on ne connaît pas, et notre contenu qui est supposé répondre quelque part à ses attentes dans son cycle de consommation. Pouvez-vous nous expliquer plus en détail la méthodologie par rapport à... En fait, dans l'inbound, la méthodologie, puis je vais vous donner un petit peu l'exemple d'un entonnoir. Imaginez-vous un entonnoir dans lequel, en haut de l'entonnoir, c'est la page d'accueil de votre site. Alors, il est connu en ce moment qu'une fois sur deux qu'un internaute va sur votre site, il rebound, il rebondit sur votre page d'accueil. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse pas vraiment à votre site parce que vous n'avez pas su lui donner l'information qu'il recherche en termes de contenu précis. Sinon, ça lui amène à faire trop de recherches par lui-même? Bien, je veux dire, ce que les internautes font, c'est qu'ils font une recherche sur des mots-clés particuliers. Il y a des retours, évidemment, dans la première page. Puis quand ils cliquent sur le premier ou deuxième ou troisième lien, ce lien-là, généralement, si les activités de marketing n'ont pas été faites dans un contexte inbound, t'amène sur la page d'accueil. Alors, sur la page d'accueil, ça ne répond pas nécessairement à ta recherche. Alors, on a tendance rapidement, parce que le temps presse dans la vie, de tourner et aller voir le deuxième lien. Le deuxième lien t'amène encore sur une page d'accueil. Alors, imaginez-vous dans l'entonnoir, vous êtes en haut de la page. Imaginez-vous dans l'entonnoir, il y a du contenu qui est le contenu de votre organisation.
Alors, si on reste juste en haut de l'entonnoir, puis on sait qu'il y a une fois sur deux, l'internaute va changer de page après 3 secondes. On a intérêt vraiment à lui présenter l'information et le contenu le plus pertinent possible en fonction de son besoin, de son cycle de consommation aussi. Alors, vous me posez la question, c'est la méthodologie, mais l'objectif 1, c'est d'attirer l'internaute. Alors, pour l'attirer, oui, il y a quand même des travaux à faire pour nous faire connaître. On peut acheter au début des mots-clés sur Google pour s'assurer au départ qu'on se présente dans la première page. Mais principalement, pour attirer des gens, il faut commencer à travailler sur les sujets dans lesquels le consommateur recherche. Alors, si on fait une recherche, par exemple, je vais prendre un exemple au niveau comptable, si vous me le permettez. On sait que les firmes comptables offrent toutes sortes de services, avis aux lecteurs, des états financiers vérifiés, ainsi de suite. Mais moi, comme entrepreneur, imaginez-vous, je vais faire une recherche, puis que moi, j'ai besoin, j'aimerais ça, j'ai un start-up, je commence une compagnie, j'aimerais ça chercher toute organisation qui peut m'aider sur des subventions, admettons, ou des crédits d'impôt. Prenons subvention. Bien, je ne vais pas taper le nom de votre compagnie, je ne vous connais pas. Hein, on s'entend que je vais taper une information comme « je recherche des subventions ». Je devrais mettre le mot Québec parce que si on le met en français, je peux avoir des informations qui viennent de la France parce qu'on est en français. Alors, oui, les mots-clés, la recherche qu'on fait, on en fait tous, mais le résultat qu'on recueille lorsqu'on va dans les engins de recherche, on n'a souvent pas la réponse. Pourquoi? Parce que les organisations n'ont pas fait le travail de créer un contenu spécifique qui va répondre au contexte de recherche du consommateur. Alors, c'est le matchmaking de tout ça qu'il faut faire. Donc, attirer le consommateur. Une fois qu'on l'attire, on veut le convertir. À quoi ça sert faire un site si on a des internautes inconnus qui viennent voir notre site? Puis en bout de ligne, ils s'en vont. Un internaute, on veut le convertir en client actif. On veut avant tout le convertir en client potentiel. Puis pour le convertir en client potentiel, il faut être capable de capturer certaines de ses informations personnelles. Puis pour lui donner ces informations personnelles-là, il faut qu'il nous fasse confiance. Alors, sur le site, c'est la première fois qu'il tombe sur mon site, admettons, sur votre site à vous, dans le contexte d'une recherche de subvention. Ça serait le fun que lorsqu'on fait la recherche, j'arrive directement dans votre section qui parle de subvention, puis que vous me donnez toutes les informations adéquates pour bien comprendre quelles sont mes options, quels sont mes enjeux. Et si vous me laissez des informations, puis vous me dites, on va vous donner plus d'informations en échange, par exemple, de vos informations personnelles, comme votre courriel, là, vous venez de le convertir. Parce que si l'internaute, l'inconnu, vous laisse de l'information sur ses personnels pour avoir un guide, un document explicatif, un rapport sur les subventions, et ainsi de suite, il va être prêt à faire un échange de confiance puis donner ses coordonnées personnelles en contrepartie d'une information pertinente qui vient de votre organisation. Donc, ça, c'est à ce stade-ci que vous établissez la relation avec le client potentiel. Absolument. Puis ça doit être dans une continuité. Tu ne fais pas ça juste 2 semaines. C'est une année longue pendant les 10, 15 prochaines années, tant et aussi longtemps que l'Internet va exister, puis qu'il y a une migration quand même sur la façon de travailler. Évidemment, pourquoi on fait la recherche sur Internet? C'est parce que c'est un des plus gros centres d'information au monde. Et l'information est éparse. Et on va essayer de trouver dans ces milliards de pages-là l'information qui répond à notre recherche, notre besoin dans le temps le plus rapide possible. Donc, convertir est très important. Quand on convertit, bien, qu'est-ce qu'on va faire? On a toutes sortes de mécanismes que, on n'ira peut-être pas dans le détail nécessairement aujourd'hui, mais quand je parle tantôt de donner un guide ou une information pertinente de votre organisation, par exemple, eh bien, c'est sûr que ça prend des mécanismes à l'intérieur, être capable de capturer le nom de l'individu, des formulaires adéquats, et tout le montage des pages web spécifiques à la campagne ou l'activité de marketing qu'on veut faire. Dans ce cas-ci, on ciblerait toutes les entreprises qui cherchent des subventions, dans notre cas. Puis ça peut être sur n'importe quel service et produit de votre organisation, que ce soit du retail, que ce soit du service conseil ou autre. Tous ceux qui ont un site web, qui ont besoin de vendre plus, de vendre plus et aussi de garder ses clients actifs et intéressés pour vendre un 2e, 3e produit ou service. Donc, une fois la conversion, on continue à éduquer nos clients potentiels, puis on veut le convertir en client actif. On veut qu'il soit consommateur chez nous. Alors, à un certain stage, ces données-là qu'on a dans notre site web intelligent, on veut être capable de les transférer aux gens appropriés au développement des affaires, par exemple,
pour faire un appel téléphonique. Écoutez, monsieur, madame, vous avez communiqué avec notre site, vous avez téléchargé un certain document, d'ailleurs 3 documents distincts sur tel et tel sujet. Est-ce qu'on peut vous être utile, et ainsi de suite. Puis on essaie de clore avec l'interaction humaine à la toute fin. M. Dubois, on va s'arrêter quelques instants. Oui. On fait une pause et on revient dans quelques minutes avec Dubois, Service Conseil. Reste avec nous. C'est vraiment un sujet fascinant aujourd'hui pour les entrepreneurs, les entreprises qui nous regardent. Et justement, Martin, on a une autre question pour M. Éric Dubois. Oui, Éric, tantôt, tu parlais avant la pause de clore une transaction. Quelles sont les étapes ultérieures? Évidemment, quand on réussit à avoir un client potentiel qui devient client actif chez nous, on veut s'assurer qu'il reste client chez nous pour de longues années. Alors, évidemment, le site étant conçu pour faire des stratégies, on va continuer à éduquer et à informer notre client graduellement pour qu'il devienne un ambassadeur puis qu'il parle de nous en bien face à ses collègues ou les gens qui le côtoient. Donc, à la fin, oui, on veut s'assurer que le client soit satisfait, heureux. On va analyser les données. Alors, dans les solutions de l'inbound marketing, c'est important d'analyser les données, voir où est-ce qu'on est rendu, puis ajuster notre tir en cours de route. Éric, il y a quelqu'un qui te voit à l'émission, il y a un propriétaire d'entreprise, il t'appelle, il veut avoir tes services. De quelle façon Dubois Service Conseil accompagne ses clients? L'idée de la solution que j'ai mise en place permet à un chef d'entreprise qui n'a pas de département de marketing ou qui n'a pas de force de vente, puis qui a besoin quand même de vendre plus, de faire des activités avec lui en impartition. C'est-à-dire que moi, je m'offre comme un stratégiste, comme un employé à temps partiel qui peut acheter à année longue. Alors, ma solution permet vraiment de tenir le client mois après mois pour faire évoluer ses stratégies sans qu'il ait obligé d'engager du personnel à l'intérieur. Un premier temps, de mettre en place le principe du inbound et de l'accompagner par la suite. L'accompagnement, ma solution est beaucoup basée sur la stratégie et l'être humain, le professionnel ou les gens qui sont capables de faire du stratagème que sur les solutions informatiques puis de développer des sites web avec de la programmation et de l'infographie dans laquelle ça ne crée plus autant de valeur que ça en a créé auparavant. Okay. Tu nous expliquais tantôt les meilleures pratiques inbound. Donc, pour les fins de l'auditoire, peut-être nous expliquer qu'est-ce que tu entends par meilleures pratiques. Les meilleures pratiques, c'est que dans le code que je vous présente aujourd'hui, je me base sur une compagnie américaine qui s'appelle HubSpot, qui est un des leaders mondiaux dans le domaine. Alors, eux autres ont évidemment travaillé avec beaucoup d'organisations de toutes sortes d'envergures. Ils ont commencé avec les plus grosses compagnies au monde. Alors, ils ont quand même remis un peu le vocabulaire, si vous voulez, sur les meilleures pratiques. Alors, quand on parle tantôt de la méthodologie d'inbound, d'attirer, de convertir, de clore, ce sont tous des principes émanant de HubSpot qui existent depuis belle lurette avant même l'Internet, là. On a toujours voulu serrer la main d'un client. C'est toute la même mécanique, sauf qu'il devient un petit peu plus automatisé à cause qu'on est rendu vraiment sur Internet. En fait, il y a 4 éléments fondamentaux pour faire du inbound. Le premier, c'est l'identification du persona. Alors, évidemment, comme on parle quand même d'un processus automatisé en ligne, quand l'internaute fait une recherche, il n'y a pas d'intervention humaine de la part du service ou du produit qui est offert. C'est le site qui offre la formule. Alors, en prélude, lorsqu'on fait du inbound, il faut discuter avec les chefs d'entreprise puis bien comprendre c'est quoi le produit ou le service qu'il veut mettre en tête d'affiche sur le web. Ça peut être sa compagnie au complet, mais ça peut être un produit ou un service ou une campagne de marketing qui parle de certains services et produits. Toutes les combines sont bonnes. Puis, dans nos stratégies, il faut élaborer, c'est qui notre cible? À qui qu'on s'adresse? Alors, comme on ne sert pas la main de l'individu puis on ne le connaît pas, on ne connaît pas ses informations personnelles, dans le fond, on a besoin de l'anticiper. Alors, ce qu'on développe, on développe un persona. Un persona, dans le fond, c'est un profil fictif d'un individu qui répond à certains critères démographiques ou d'intérêt, ainsi de suite. Dans notre cas, par exemple, dans mon cas à moi, j'aurais tendance, dans tout ce que je fais, à développer un persona qui vise les gens qui sont dans le domaine marketing. Ça peut être un vice-président, un directeur un directeur marketing, mais c'est sûr que dans ma réflexion de persona, je ne définirai pas un directeur informatique.
parce qu'on parle de stratégie de commercialisation et non de programmation de site Web. Alors, c'est toujours important de bien définir nos personas fictifs. Puis à partir de là, on développe la stratégie, les mots-clés, tout l'environnement qui va potentiellement répondre à ce persona-là. Alors, évidemment, quand on met ça en ligne, là, c'est là qu'on voit les résultats. Est-ce que la façon qu'on a adressé nos mots-clés, nos informations pour attirer des gens et notre contenu a bien répondu à ces personas-là? Évidemment, si je me retrouve à la fin d'une semaine avec 15 inscriptions pour un téléchargement d'un document sur l'inbound marketing, que je vois dans le formulaire que tout le monde a coché que je suis un VP marketing, on pourra dire que j'ai un score parfait, que mon persona répond aux critères que je voulais mettre en ligne pour la recherche et que le résultat, je le vois avec mes téléchargements de documents, puis que les gens deviennent des clients potentiels chez moi. Et là, il y a un cycle de consommation sur lequel il faut travailler par la suite. Le cycle de consommation, il est identifié en 3 stages. Le premier stage, c'est le stage de conscientisation. Mais ça, je vous parle très bien. Si je donnais un exemple, par exemple, que j'ai mal à la gorge, c'est très simple. Je suis en train de me conscientiser que j'ai un problème, j'ai mal à la gorge. Le deuxième stage dans le cycle du consommateur, c'est la considération. Bon, bien là, qu'est-ce que je fais, là? Quelles sont mes options pour répondre à mon symptôme? Tu sais, je commence à considérer potentiellement des solutions. À un certain point, le stage de décision, le troisième point, c'est l'action que tu vas entreprendre. Je vais aller à l'hôpital si je pense que j'ai vraiment un problème, ou je vais aller à la pharmacie m'acheter des médicaments, ou aller dans mon comptoir prendre ce que j'ai. Là, c'est un exemple sur... mais la consommation, c'est ça. On est toujours dans un mode de conscientisation, de considération, puis de prendre une décision. Alors, quand j'automatise en inbound des informations pour répondre à un certain critère, les consommateurs sont quelque part dans leur stage. Soit ils sont déjà prêts à prendre une décision, puis ils veulent acheter. Alors, dans le troisième stage du cycle de consommation de l'internaute, du consommateur, le stage de décision, c'est très important de présenter une offre qui va répondre vraiment, qui va être vraiment une excellente connexion avec le consommateur en ce qui a trait à sa recherche. Alors, ce qui nous amène à parler de vraiment être capable de créer du contenu pertinent avec le contexte du consommateur pour avoir la meilleure présentation d'offres qui répond aux besoins du consommateur. Le dernier point dans l'inbound marketing au niveau des outils, des méthodes, c'est d'être capable de diffuser cette information-là. Alors, toutes les informations qu'on a sur un site Web, on veut être capable de le diffuser dans les médias sociaux appropriés pour élargir, si vous voulez, un petit peu le contenu. Oui, la recherche en inbound pour venir lire l'information, mais aussi de l'envoyer dans nos contacts, nos relations d'affaires pour éduquer les gens, les amener à venir sur le site, puis donner leurs coordonnées, leurs informations aussi. Éric, ton équipe de travail accompagne l'entreprise dans le processus? Nous, on est en répartition. Moi, je travaille avec des gens qui sont des gens d'expérience. Souvent, ce sont des gens qui sont à leur compte, qui ont une spécialité bien spécifique. Alors moi, je magasine chacune de mes ressources comme des gens autonomes, efficaces, que je peux aussi contrôler en matière de délégation d'informations. Et en ce moment, j'ai une équipe multidisciplinaire, autant en infographie qu'en développement de contenu stratégique. Moi-même, en tant que consultant, je pratique en entreprise faire des plans marketing, des plans de commercialisation, développer vraiment les objectifs. Ça ne sert à rien de faire du inbound si on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut atteindre comme objectif. Et tout ça, dans notre offre, se fait généralement sur une séance de 12 mois. Ce n'est pas une activité qu'on fait un mois puis qu'on arrête après. Il faut entretenir, puis éduquer, puis s'assurer de garder toujours un bon positionnement puis offrir le bon contenu aux consommateurs. On disait que toute entreprise qui a un site Web, qui veut développer son marché avec entre autres, son site Web, aurait intérêt à mettre en place le principe du inbound. Mais est-ce qu'il y a des types d'entreprises qui auraient encore plus intérêt à installer ce type de fonctionnement? Si vous êtes à l'exportation d'un produit ou un service mondialement, on peut s'attendre que si vous voulez le vendre, ce produit-là, puis les gens font de la recherche mondialement, multilingue, l'inbound est très important, puis de faire des stratégies en conséquence aussi. Ça devient plus complexe. Alors, oui, sur un produit de masse, par exemple, où est-ce que des milliers ou des centaines de milliers de gens peuvent consommer, ça s'applique très bien, mais ça s'applique dans tout. Je peux donner l'exemple tantôt en service conseil. Pour n'importe quelle entreprise, on cherche des subventions, des crédits d'impôt, et ainsi de suite. C'est sûr que si on fait une recherche et on tombe sur l'organisation qui est capable de nous répondre immédiatement, bien, c'est gagnant pour cette compagnie-là qui a fait l'investissement dans l'inbound. Tant pour les entreprises donc de produits
que d'autres qui offrent des services. Absolument. Le retour sur investissement pour l'entreprise qui investit dans l'inbound? Bonne question. Dans nos outils, bien évidemment, on a tout ce qu'il faut pour analyser les données puis se rasseoir avec nos clients pour juger de notre résultat puis voir s'il y a des modifications ou des réajustements de tir. C'est ça qui est important. Ce n'est pas une science parfaite dans laquelle tout est réglé, encore une fois. C'est une question de gestion, de bien s'assurer que ce qui a été fait comme activité a donné un certain rendement puis que ça vaut la peine de continuer parce qu'on évolue, on avance, puis on devient plus compétent dans ces activités-là. Messieurs, on s'arrête quelques instants. On revient tout de suite après avec Éric Dubault de Dubault Service Conseil. Restez avec nous. Nous sommes de retour en parlant affaires. Martin, en conclusion? Oui. Éric, quelle est la tendance du marketing inbound? Bien, écoutez, la compagnie HubSpot a fait beaucoup d'études, on fait beaucoup de recherches, évidemment, pour, comme on dit, supporter leur processus, leur approche, si vous voulez. Si je prends un article, par exemple, en social media B2B, les entreprises qui font des affaires entre entreprises, entre B2B, c'est entreprise à entreprise, qui bloguent, génèrent 67 % plus de prospects ou de clients potentiels par mois que ceux qui ne le font pas. Si j'en sors une deuxième, par exemple, un contenu qui a publié, Contenu Plus, une compagnie de recherche, a publié que les blogs donnent au site Web 434 % plus de pages indexées et 97 % plus de liens indexés. Des liens indexés, c'est ce que les robots de Google font pour nous afficher des retours suite à notre recherche. Alors, des compagnies comme Google savent que les compagnies qui sont proactives, qui font du blog, et ainsi de suite, ont de la pertinence et du contenu, puis ils vont donner une préférence à ces entreprises-là. Alors, si tu fais un site Web de 15 000 $ puis que tu fais aucune activité stratégique, ça se peut que Google ne te mette vraiment pas dans la première page. Peut-être prendre un dernier point. Rapidement, oui. Les gens ont voté et Search Engine Land, une compagnie, partage jusqu'à 80 % des gens ignorent les annonces sponsorisées par Google. Alors, quand tu es dans ton engin de recherche, quand c'est annonce, les gens n'y vont pas. Ils vont prendre des liens organiques qui sont naturels. C'est ce que notre solution En terminant, M. Dubault, on va rejoindre de quelle façon? Avec le site Internet? Le site Internet, mais dans le cas d'une bande, on va utiliser nos pratiques. Vous allez sur dscfocus.dubotsolutions.com. Vous allez arriver directement sur la section qui parle d'inbound marketing. Et on rappelle que vous faites affaire, évidemment, votre entreprise s'appelle Dubault Service Conseil. Oui. Donc, vous pouvez vous déplacer en entreprise sans problème. Sans problème. Excellent. Merci beaucoup, Éric. Ça fait plaisir. De votre présence. Merci beaucoup à Sylvain Moisan et Martin Letourneau de Le Minolet. Merci. D'avoir été là. Merci à vous. À la semaine prochaine.